Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une notion devenue centrale. Comment bâtir une communauté engagée? C'est un véritable plan d'architecte pour construire ce qui est peut-être l'un des plus grands atouts pour une marque ou un créateur. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre une différence fondamentale. On ne parle plus d'audience passive, où la communication est purement descendante. Non, on parle de communauté active. C'est un vrai écosystème, où la valeur ne vient pas seulement du message de la marque, mais surtout des connexions qui se créent entre les membres eux-mêmes. Et c'est là que tout change. C'est ce qui transforme de simples clients en ambassadeurs. Voici donc la feuille de route. On va suivre ces 5 étapes, pas à pas, pour comprendre comment on passe de l'idée à une communauté bien vivante et pérenne. On entend beaucoup parler de community-led growth, la croissance tirée par la communauté. Alors, est-ce que c'est juste en moi la mode? Eh bien non, plus du tout. On va voir que c'est passé du statut de bonne idée à celui de véritable levier stratégique, avec des résultats qu'on ne peut plus ignorer. Et ce chiffre, il est assez parlant, non? 70% des membres se sentent plus loyaux à la marque qui est derrière leur communauté. Ce n'est pas rien. En fait, une communauté solide, ça crée une sorte de rempart, un avantage concurrentiel que personne ne peut venir copier. C'est un lien qui est beaucoup plus émotionnel que transactionnel. Pour ne pas s'éparpiller, le modèle Spaces est un guide formidable. Il aide vraiment à définir l'objectif principal de la communauté. Est-ce qu'on cherche avant tout à ce que les membres s'entraident? C'est le S de support. Ou est-ce qu'on veut co-créer le produit avec eux? Ça, c'est le P. Chaque lettre correspond à un objectif business très clair. Et bien le choisir, c'est la première étape. C'est une question de bon sens. Un architecte, avant de dessiner des plans, doit savoir pour qui il construit. Eh bien, la logique est exactement la même ici. Pour qu'une communauté fonctionne, il faut une compréhension très fine de ses futurs membres. C'est vraiment la base de tout. C'est pour ça qu'on parle de community persona. L'idée, c'est d'aller bien au-delà des simples données démographiques. On cherche à comprendre les motivations profondes, les frustrations, ce que les gens recherchent vraiment. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut arrêter de deviner et commencer à écouter. Ça veut dire aller sur le terrain, faire des sondages, des interviews. Essayer de comprendre les bonnes et les mauvaises expériences que les gens ont eues ailleurs. Ça permet de créer une expérience qui leur parle vraiment. Et bien sûr, de définir des valeurs communes fortes comme la bienveillance ou la curiosité. Ok, maintenant qu'on a le pourquoi et le pour qui, on peut passer au comment. On attaque les fondations, le choix des outils et la structure de l'espace. Là, on arrive à un choix critique, la plateforme. C'est un arbitrage important. D'un côté, on a la facilité des réseaux comme Slack ou Discord, qui sont gratuits et rapides à lancer. De l'autre, des plateformes dédiées qui offrent beaucoup plus de contrôle, de personnalisation et surtout la propriété de ces données. Et au moment de structurer cet espace, il y a une règle d'or, la simplicité. Il vaut bien mieux démarrer avec seulement quelques canaux de discussion très actifs pour concentrer les échanges, plutôt que de créer des dizaines de salons qui resteront désespérément vides. Cette citation résume parfaitement une idée cruciale. Les tout premiers membres ne sont pas des simples utilisateurs. Non, ce sont des co-créateurs. C'est avec eux et grâce à eux que la culture de la communauté va naître. Il faut donc les choisir avec soin et les chouchouter. C'est bien beau d'avoir construit une maison, mais si personne n'y vit, elle reste une coquille vide. Pour une communauté, c'est pareil. Il faut lui insuffler de la vie, de l'énergie, créer des habitudes. Concrètement, animer, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire créer des rituels, par exemple un message de bienvenue chaque semaine. Ça veut dire aussi proposer du contenu exclusif et surtout mettre en lumière les contributeurs les plus actifs, les remercier, les célébrer. C'est ça qui nourrit l'engagement sur la durée. Et pour finir, une fois que la communauté vit et s'engage, il faut pouvoir mesurer sa santé. C'est indispensable pour prouver sa valeur et assurer son développement sur le long terme. Là, il faut tout de suite oublier les vanity metrics, ces chiffres qui impressionnent mais ne veulent rien dire. Le vrai indicateur de santé, ce n'est pas le nombre total d'inscrits, c'est le pourcentage de membres qui participent, qui commentent, qui échangent. C'est ça, le cœur du réacteur. Et tout ça, ça nous amène forcément à la question ultime, celle que tout le monde se pose, le retour sur investissement, le fameux ROI. C'est crucial de savoir y répondre pour justifier les efforts et les moyens engagés. Attention, le ROI d'une communauté, ce ne sont pas que des ventes directes. Il se mesure aussi, et parfois surtout, en réduction de coûts. Par exemple, moins de tickets au support client parce que les membres s'entraident. Et bien sûr, l'impact le plus fort est souvent sur la rétention et la fidélité des clients. Finalement, que faut-il retenir? Que bâtir une communauté, c'est bien plus qu'une stratégie marketing. C'est un investissement pour transformer ses clients en véritables alliés. C'est qui nous laisse avec cette question. Et si le plus grand atout d'une marque, ce n'était pas son produit, mais les gens qui l'aiment?